Merci pour l'invitation et la possibilité de présenter. C'est vraiment pas une présentation scientifique, hein, c'est plus une entrée en matière sur la fermentation, qui est un procédé extraordinaire, vraiment, et qui répond vraiment à tous les niveaux aux enjeux de l'alimentation d'aujourd'hui. Donc voilà, est-ce que c'est un procédé prometteur pour la valorisation des végétaux? Donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Juste brièvement, vous rappeler quelques éléments. Il s'agit d'une histoire déjà longue, la fermentation des végétaux, et plus qu'inspirante en termes d'innovation. Les multiples effets biochimiques d'une fermentation. Pourquoi cette question elle est devenue si pertinente aujourd'hui et on entend de plus en plus parler des aliments fermentés? Et les verrous, un mot des verrous et des recherches, mais vous le verrez encore plus en détail dans les deux présentations qui vont suivre. Et quelques mots de conclusion. Donc en gros, un produit fermenté, c'est issu de l'action d'un écosystème microbien sur une matière première. Et il y a une infinie diversité de pratiques et de produits fermentés dans le monde. Ça existe depuis 10 000 ans et ça a servi à l'homme à préserver et à diversifier son alimentation. Il y a une présence systématique, vous les reconnaissez, des aliments fermentés dans la diète de tous les pays du monde. Alors, quelle matière première végétale, là je vais cibler sur les végétaux, pour quel type de produit fini? Donc, toutes les matières végétales, ou presque, peuvent se fermenter, toutes les céréales, tous les légumes, et donc les légumineuses, les fruits, les jus, mais pas que. J'ai vu des recettes où, par exemple, les écorces d'ananas servent à faire des jus pétillants après fermentation, des feuilles et des coproduits, voire des déchets. Et tout ça, ça donne quoi à la fin pour les végétaux? Des pâtes, des bouillies, des jus végétaux fermentés, des sauces aromatiques, beaucoup de sauces, beaucoup de condiments, et éventuellement des produits en poudre. Donc quasi toutes les matières premières végétales peuvent se fermenter, et à la fin, ça se conserve sans chaîne du froid, ça complémente l'alimentation, notamment pendant l'hiver, dans les pays où il n'y a pas de végétaux pendant l'hiver, et ça diversifie la diète. Donc si on regarde un peu la carte du monde, la tradition, j'ai mis très grossièrement des étoiles, hein, la tradition de fermentation des végétaux, elle se situe beaucoup plus en Asie que chez nous, et aussi en Afrique. Si on regarde quelques produits emblématiques, bon voilà, en Asie, vous connaissez bien sûr le kimchi, la sauce soja. Il y a un institut du kimchi en Corée, par exemple. Donc c'est vraiment une institution dans la diète coréenne. Sauce soja, miso tempeh, tsukemono, on en entend beaucoup parler. Par exemple, en Inde et au Népal, c'est des feuilles fermentées, le gundruk, dans lesquelles, en hiver, il n'aurait aucune source de végétaux. Bon, bien sûr, il y a le manioc en Afrique et beaucoup d'autres, et de nombreuses céréales. Et dans nos pays à nous, à part la choucroute, bien sûr le pain, les olives, il n'y a pas énormément de tradition de végétaux fermentés. Gastronomiquement parlant, ce n'est pas tellement dans notre culture. Et donc ça, c'est un point vraiment important. Alors, il y a une Bible, hein, là, si vous voulez trouver vraiment la liste des 5000 aliments fermentés décrits dans le monde. En tout cas, c'est un réservoir de connaissances profanes extraordinaire qui est accumulé depuis 10 000 ans. Et la FAO souligne que la technologie et la westernisation de notre diète fait diminuer partout dans le monde, en fait. Donc c'est une source d'inspiration à minima, mais je crois que ça devrait faire partie d'un patrimoine mondial, tout ce savoir-faire de fermentation. Alors les multiples effets biochimiques, on va faire très rapidement. Donc de la matière première aux produits fermentés, il y a énormément de modifications. On a vu tout à l'heure microstructure, mais il y a infiniment de modifications biochimiques de la matrice. Donc les micro-organismes vont produire des choses à l'intérieur de la matrice. Ils vont modifier un très grand nombre de propriétés de cette matrice, apparence, texture, flaveur, etc. Ils vont réduire des composés potentiellement embêtants, comme les phytates ou certains allergènes, les FODMAP. Et puis ils vont éventuellement aussi produire des bioactifs à partir des composés de la matrice initiale. Et tout ça, c'est dû à l'activité d'enzymes en présence, si c'est le cas, mais surtout à la biodiversité génomique et fonctionnelle de l'écosystème qui est dans la matrice végétale, qu'il soit endogène ou ajouté. Alors à la fin, on obtient un... Je suis désolée, la version initiale, il n'y avait pas ces problèmes de forme, mais bon, c'est pas grave, vous arrivez à lire. À la fin, on arrive à un produit vivant qui contient un microbiote alimentaire, et un calcul simple permet de dire que dans notre diète actuellement, on consomme de 10 à 100 milliards de micro-organismes par jour, nous ou les Asiatiques d'ailleurs, sauf que eux, c'est plutôt via les végétaux fermentés, et nous, c'est plutôt via des aliments animaux fermentés. Donc c'est 10 à 100 milliards de micro-organismes par jour. Donc ce sont des aliments vivants, il y a des modifications non anodines de la matrice, il y a une transformation en profondeur de la matrice alimentaire et il y a un poids des pratiques sur ces modifications très important. En tout cas, ce sont des aliments qui posent des questions de recherche spécifiques. C'est une famille d'aliments à part. Bon, je vous passe les détails des grands types de fermentation. Les espèces qu'on rencontre fréquemment dans les fermentations des végétaux, une grande majorité de lactobacilles, mais aussi des leuconostocs, des pédiocoques, des entérocoques. Et on voit là que déjà la recherche sur les micro-organismes fermentaires, dans notre pays notamment, et en Europe de l'Ouest, a beaucoup porté sur les bactéries lactiques de type streptocoque thermophile ou lactocoque, et moins
sur ces espèces-là. Donc il y a un retard à combler sur la connaissance fondamentale de ces espèces. Quelques bacillus pour les fermentations alcalines, et à noter l'implication décisive des levures et surtout des champignons dans beaucoup de ces fermentations. Alors, en bref, la littérature depuis les années 60 sur ces aliments fermentés, il y a une analyse des écosystèmes en présence, diversité, identification, importance de la capacité amylolytique de ces écosystèmes, mais en gros, il y a moins de 20 papiers qui utilisent des approches omiques sur les aliments fermentés végétaux. Il y a une grande diversité d'espèces, ça je vous l'ai dit. En gros, il y a des travaux sur l'amélioration de la texture et du goût du produit, en lien avec le procédé appliqué, et puis sur l'amélioration de la valeur nutritionnelle, on va y revenir. Un exemple sur les jus végétaux fermentés qui soulignent leur profil intéressant de manière générale en acides gras, l'index glycémique, plus faible que la matière première, des sources importantes de vitamines B et E, des composés antioxydants type phytostérol et de fibres. Ils sont riches en potassium et pauvres en sodium. Et souvent, de plus en plus, ils servent de support de populations de bactéries lactiques probiotiques en alternative au lait. Alors, un résumé de la valeur ajoutée potentielle de la fermentation des végétaux. Donc, premier intérêt, ça se conserve à température ambiante. C'est les bocaux de légumes fermentés que vous pouvez faire chez vous. Bien sûr, ça modifie énormément saveur, arôme, la fermentation. Ça change la texture. Ça réduit la concentration de certains facteurs antinutritionnels, je vous l'ai dit. Dans certaines publications, ça augmente la digestibilité des protéines et ça diminue leur allergénicité, diminue l'index glycémique, ça produit des peptides bioactifs. C'est donc un véhicule pour l'ingestion de bactéries bénéfiques et ça produit des vitamines, celles-ci principalement. Donc il y a un très grand nombre de valeurs ajoutées de la fermentation des végétaux par rapport à la matière première. Toutes ne sont pas prouvées sur le même produit. La littérature est très dispersée par rapport à ça. Donc il reste encore beaucoup à prouver par rapport à l'amélioration nutritionnelle. Donc c'est un procédé simple, ça j'insiste là-dessus, extrêmement durable, qui même en termes d'investissement matériel est extrêmement accessible et réalisable à toute échelle. Il n'y a pas énormément de procédés qu'on peut faire de chez soi à la plus grande usine alimentaire. Alors ça permet une extension de matières premières comestibles. Et donc ce procédé représente une contribution majeure à la sécurité alimentaire mondiale, et ça depuis toujours. Alors pourquoi cette question devient aussi prégnante aujourd'hui ? En effet, on constate que la fermentation des végétaux est très tendance, en Europe comme aux US. Il y a énormément de livres qui sont sortis ces derniers temps sur la question, donc vous avez les références là. Ça s'explique par les challenges autour de l'alimentation. Bon, ça, je pense que vous l'avez entendu ce matin, la pression sur les protéines animales, le rééquilibrage nécessaire, la recherche de la valeur santé, tout ce qui est nutrition personnalisée, les problèmes d'allergénicité, la réduction des additifs, la mouvance vers plus de contrôle sur l'alimentation, tout ce qui est homemade et végétarien, et puis les circuits courts, et des aliments élaborés avec des procédés éco-conçus. Et à tous ces challenges, la fermentation répond. Alors le contexte scientifique, c'est que grâce à des nouvelles approches omiques des écosystèmes, ça permet d'aborder cette question de manière beaucoup plus efficace qu'on ne pouvait le faire jusqu'à maintenant. Donc ce procédé est au croisement de nombreuses exigences actuelles. Bien sûr, il y a des verrous, et il y en a deux principaux, mais je n'entrerai pas dans le détail, parce que vous allez voir à travers les deux présentations qui suivent. Une des clés, c'est la sélection des levains au regard de la fonctionnalité qu'on veut à la fin. Donc ça reste extrêmement difficile à faire. C'est là que les difficultés commencent. Et l'autre limite, c'est la maîtrise de l'écosystème initial de la matière première végétale. Alors, on a de quoi explorer, à l'INRA notamment, la diversité fonctionnelle des souches à mettre en œuvre sur la fermentation pour la fermentation des végétaux. Donc, il y a une collection qui s'appelle le CIRM, qui est un réseau de 5 collections, qui est un centre de ressources biologiques, et celui de Rennes rassemble les bactéries d'intérêt alimentaire, et celui de Grignon rassemble les levures d'intérêt alimentaire. Donc avec ces deux outils, on peut vraiment explorer et réaliser des travaux sur la fermentation du soja, des légumineuses et des mixtes laits végétaux, comme vous allez le voir. Compte tenu de l'importance de ce sujet, l'INRA a décidé de déposer un réseau COST sur la position des aliments fermentés en général, et notamment végétaux, dans notre pyramide alimentaire. Et nous aurons la réponse de cet appel à projet le 2 avril.
Alors, pendant que la recherche avance, de nombreuses entreprises se sont quand même lancées. Donc, je vous ai juste cité, par exemple, JBio, qui est une PME, où on peut commander en ligne ses végétaux fermentés. Là, c'est des yaourts de riz fermentés. L'atelier du fruit se lance dans la fermentation des fruits et d'autres végétaux. Donc, il y a énormément de PME déjà qui se sont lancées. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif. Ce qui me paraît très intéressant, c'est que de nombreux grands chefs qui sont à la recherche de saveurs uniques, de naturalité, de zéro déchet, se sont aussi lancés dans leur cuisine sur la fermentation. Je vous en cite deux. Il y a David Chang à New York, un restaurant qui s'appelle Momofuku, où il fermente dans sa cuisine pour avoir des produits absolument uniques. Et vous avez René Redzepi au restaurant Noma à Copenhague, où lui vraiment, il n'y a quasiment que des produits fermentés à sa carte. Il dit à un moment donné que la cuisine donc, des aliments fermentés est vraiment quelque chose dont il ne soupçonnait pas le potentiel. En France, vous avez Yannick Aleno, au doyen, qui commence sérieusement à s'intéresser à ça. Donc, à la question de la fermentation, un procédé prometteur pour la valorisation des végétaux, pour moi, la réponse est oui, à 2000%. Il y a un potentiel d'innovation immense, avec toutefois quelques points à ne pas négliger. Ce n'est pas ou peu dans notre culture alimentaire. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Il y a des attentes multiples à conjuguer. Il y a des aspects de sécurité sanitaire qui sont encore peu explorés à petite échelle. Tout ce qui est bocaux de légumes fermentés à petite échelle par les maraîchers, par les citoyens ou par des PME, à ma connaissance, il n'y a pas de travaux en termes sanitaires sur ce qu'il y a dans ces produits. Des aspects santé prometteurs qui restent sur certains points à étayer. La maîtrise des fonctionnalités revient en grande partie à la maîtrise du choix des écosystèmes levains et de l'interaction avec la matrice, qui reste un front de science que c'est vraiment difficile d'anticiper et de prédire l'activité d'un écosystème. À mon avis, il ne faut pas raisonner que produits finis, mais aussi ingrédients. La fermentation peut être une étape dans la préparation d'un ingrédient, et ça, c'est assez peu étudié. Et puis voilà, les recherches progressent et elles sont à soutenir davantage sur cette question-là. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, vous nous avez convaincus. Merci. Une fermentation ratée, ça peut être dangereux? Vous dites... Ah oui, c'est mieux de reprendre. Sur les produits animaux, sur le lait, par exemple, ça se sent tout de suite. Enfin, d'accord, oui. Il y a souvent de... il y a des pathogènes qu'on ne sent pas, hein, mais bon, oui, quand on dit fermentation ratée, sur les végétaux, c'est pareil. Quand c'est raté, ça se voit, ça une sent odeur, pas bon, etc. Ouais. Mais il n'empêche qu'on n'a pas exploré s'il y avait des sporulés, s'il y avait des mycotoxines, donc il n'y a pas eu vraiment d'exploration sanitaire des produits végétaux fermentés dans notre pays. D'accord. Et il y a effectivement tout un travail de pédagogie auprès des consommateurs. Mais il y a beaucoup d'attentes. Et sur les blogs, c'est hyper actif. C'est tendance, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, une tendance prometteuse. Vraiment, merci de votre exposé très convaincant.